Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 15 août, je vous propose de nous intéresser tout d'abord à la visite de l'administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux îles Fidji. Nous irons ensuite en Indonésie où les autorités de la province d'Aceh, province où règne la loi islamique, ont signé une circulaire instaurant de nouvelles règles concernant les interactions entre hommes et femmes. Philippines ensuite, où le gouvernement a décidé de suspendre plus d'une vingtaine de projets de remblaiement dans la baie de Manille en attendant le résultat d'études d'impact environnemental. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique au Myanmar, où un des principaux groupes rebelles armés a déclaré que l'accord de cessez-le-feu signé avec la junte militaire était déjà mort. L'administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international, Samantha Power, a achevé aujourd'hui sa visite en Papouasie-Nouvelle-Guinée et s'est envolée pour Suva, la capitale des îles Fidji, dans le cadre d'une visite visant à réaffirmer l'engagement du gouvernement américain dans le Pacifique. Samantha Power a notamment visité, lors de son séjour en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une clinique spécialisée dans les violences sexistes et sexuelles et dans le traitement des malades du sida. Elle a également inauguré le bureau de représentation de l'Agence pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon et le Vanuatu, qui a désormais une représentation sur place. Samantha Power a annoncé une enveloppe de 7,4 millions de dollars américains d'aide humanitaire pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont 500 000 dollars qui seront dédiés aux personnes touchées par les explosions volcaniques sur l'île de Bougainville, qui ont fait de nombreux déplacés en manque d'eau, de nourriture et de logement, et 1,2 million pour un projet de panneaux solaires visant à alimenter en électricité plusieurs centaines de milliers de foyers et une trentaine d'entreprises. Lors de sa visite aux îles Fidji, qui durera jusqu'à demain, Power doit inaugurer dans la capitale la mission de l'Agence des États-Unis pour le développement international pour les îles du Pacifique, qui va en fait rouvrir suite à une promesse faite par le président américain Joe Biden en 2022 lors du sommet États-Unis-Îles du Pacifique. Notons que l'administration américaine a annoncé l'année dernière un budget additionnel de 810 millions de dollars pour élargir l'engagement diplomatique, lancer un dialogue sur le commerce et les investissements, lutter contre la crise climatique, aider au développement et renforcer la sécurité maritime, l'aide éducative et sanitaire et confronter les problèmes hérités de la guerre. Notons que la visite de Samantha Power s'inscrit aussi dans un contexte où Washington cherche à contrer l'influence chinoise dans la région, une volonté dont témoigne également la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Papouasie-Nouvelle-Guinée en mai 2023, suivie de celle du secrétaire à la défense américain Lloyd Austin fin juillet. Le gouvernement d'Aceh a publié la semaine dernière une circulaire interdisant hommes et femmes non liés par le mariage ou par la famille d'être ensemble dans un lieu public, un lieu calme ou même un véhicule. Une mesure décrite comme préventive qui a pour but de lutter contre le vice. Le porte-parole de la province, Muhammad MTA, a déclaré que la décision avait été prise après consultation des oulémas et visait, je cite, à former une génération qui adhère fidèlement aux valeurs islamiques dans leur vie quotidienne d'ici à 2045, année qui marquera le 100e anniversaire de l'indépendance de l'Indonésie des Pays-Bas. Les sanctions qui pourraient être appliquées en cas de manquement à la règle n'ont pas été précisées, dans une région où les châtiments corporels sont appliqués en public pour les crimes allant à l'encontre de la morale islamique, comme par exemple pour les relations sexuelles hors mariage, homosexuelles ou encore la consommation d'alcool. Il faut savoir que la province d'Aceh, située à l'extrême nord de l'île de Sumatra, bénéficie d'une autonomie spéciale dans le cadre d'une loi de 2001. C'est aussi la seule province d'Indonésie qui applique la charia ou loi islamique, ce depuis 1999, soit juste après la chute du dictateur Suharto, qui a fait régner une dictature laïque, réprimant violemment communistes et islamistes, et avait ordonné la répression violente d'une révolte à Aceh au début des années 90.
La mise en place de la charia s'explique aussi, pour certains observateurs, par une volonté du gouvernement central de Jakarta de calmer la ferveur indépendantiste de la province, qui compte environ 5 millions d'habitants. Notons qu'en février dernier, le régent de Bireun a publié une circulaire sur l'interdiction de la musique live adressée aux propriétaires de cafés, hôtels et restaurants, une circulaire qui venait préciser une fatwa de l'Assemblée consultative des oulémas d'Aceh promulguée en 2013. Plus récemment encore, le maire de la capitale d'Aceh, Banda Aceh, a interdit aux femmes de se trouver dans un lieu public passé 23 heures et a affirmé qu'il déploierait la police de la charia pour s'assurer que les nouvelles règles étaient bien respectées. Le gouvernement philippin a décidé de suspendre 22 projets de remblaiement dans la baie de Manille jusqu'à ce qu'une évaluation d'impact environnemental soit menée. La secrétaire à l'environnement, Maria Antonio Yulo Loizaga, en a fait l'annonce jeudi dernier, affirmant que chaque projet était en cours d'évaluation sans donner toutefois de date précise. L'annonce intervient quelques jours après que l'ambassade américaine sur place a cité des possibles impacts environnementaux irréversibles sur le long terme, et l'ambassade a aussi exprimé son inquiétude au sujet d'une entreprise d'État chinoise, la China Communications Construction Company Ltd., avec qui la société Waterfront Manila Premier Development, qui mène ce projet avec le gouvernement de la ville de Manille, a signé un contrat. Washington a indiqué que l'entreprise chinoise en question faisait partie de la Entity List du ministère américain du Commerce, qui liste les entreprises qui nécessitent une autorisation spéciale pour pouvoir commercer avec les États-Unis. La décision a été applaudie par les associations de protection de l'environnement qui militent de longue date contre le plan national de remblaiement et qui réclament un moratoire de 10 ans sur les projets, une réévaluation du plan et, entre autres, une étude d'impact environnemental. Les 22 projets de remblaiement font partie d'un projet plus vaste appelé Projet national de remblaiement et ont été lancés sous l'administration de l'ex-président Rodrigo Duterte, qui a opéré un important rapprochement avec Pékin pendant son mandat, en particulier sur le plan économique et en termes d'investissement. Le député philippin Erwin Tuflo a soumis une résolution pour enquêter sur les risques en matière de sécurité nationale en raison de la participation de l'entreprise chinoise d'État au projet et a fait remarquer que l'entreprise était aussi impliquée dans la construction de bases navales et aériennes en mer de Chine méridionale. L'entreprise a notamment travaillé au remblaiement de surface sur l'atoll Second Thomas, plus connu aux Philippines sous le nom d'atoll d'Ayungin, qui est occupé par l'armée philippine mais revendiqué, tout comme la quasi-totalité du reste des îles Spratly, par la Chine populaire. Des sénateurs ont également salué la décision, dont Cynthia Villar, qui a récemment alerté sur les risques d'inondation de la zone, un risque qu'a aussi évoqué le président Ferdinand Marcos Jr., qui s'est dit inquiet pour certaines rivières qui pourraient être impactées et être bouchées par le remblaiement. Quant au président du Sénat philippin, Juan Miguel Zubiri, il a appelé le gouvernement à attribuer les projets de ce type à des pays amis des Philippines, comme le Japon ou encore la Corée du Sud, et non pas à des pays comme la Chine qui agissent contre les intérêts des Philippines. L'Union nationale Karen, un des principaux groupes rebelles du Myanmar, a déclaré que l'accord de cessez-le-feu signé avec l'armée birmane était déjà mort. L'Union nationale Karen est la branche politique de l'Armée de libération nationale Karen, un groupe armé qui se bat pour l'autodétermination du peuple Karen et pour la création d'une union fédérale birmane depuis 1949. Le secrétaire général du groupe, Pado So Tadomu, s'est exprimé lors d'une conférence de presse jeudi dernier, reprochant à la junte militaire birmane d'avoir violé à maintes reprises l'accord de cessez-le-feu signé en 2015 aux côtés d'autres groupes rebelles. Après le coup d'État du 1er février 2021 mené par la junte militaire, qui a écarté du pouvoir le gouvernement issu des élections organisées quelques mois auparavant, la résistance armée du groupe et d'autres groupes rebelles birmans s'est intensifiée. L'armée de libération nationale Karen a par exemple tué 10 soldats de l'armée birmane lors d'une attaque d'une base militaire en mars 2021, suite à quoi l'armée birmane a multiplié ses attaques aériennes sur les villages Karen, en particulier dans l'état de Kayin. Le chef de la junte militaire birmane, Min Aung Hlaing, a affirmé mardi dernier que l'armée travaillait dur pour respecter les termes de l'accord. Notons que l'annonce de l'Union nationale Karen intervient environ 2 semaines après que l'état d'urgence a été prolongé pour la 4e fois depuis le coup d'État de 2021 au Myanmar, retardant ainsi la tenue des élections. Par ailleurs, mardi dernier,
Des groupes de militants pro-démocratie ont manifesté pour commémorer le 35e anniversaire de ce qui est connu au Myanmar sous le nom de Soulèvement 8888, qui fait référence à des manifestations pacifiques pro-démocratie réprimées ensuite dans le sang et qui ont abouti à un coup d'État militaire en septembre 1988, établissant la junte militaire du Conseil d'État pour la restauration de la loi et de l'ordre. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.